Bonjour. Tel qu'annoncé précédemment, nous allons procéder aux 3 débats de fin de séance. Le premier débat, qui se ferait entre le député de Lapinière et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, concernant le congédiement du lanceur d'alerte, M. Louis-Robert du MAPAC. Je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes. Le député a ensuite un droit de réplique de 2 minutes. Monsieur le député, je vous cède la parole pour 5 minutes. Merci. Madame la Présidente, je suis content vraiment de votre introduction parce que je pense que ce qui a été établi d'une façon absolument irréfutable, c'est qu'on est devant un lanceur d'alerte. Hein, ce n'est pas un simple fonctionnaire, c'est un lanceur d'alerte qui a agi pour protéger le public. Et ce à quoi ça l'a mené, c'est se faire congédier. Et aujourd'hui, Madame la Présidente, ce congédiement-là que la population québécoise considère comme inacceptable, il est remis en question. Et ce qui est remis en question le plus, évidemment, c'est le rôle que le ministre de l'Agriculture a joué dans ce congédiement-là. Madame la Présidente, je l'ai dit aujourd'hui dans la période de questions, ce qui est en jeu aujourd'hui est la confiance du public envers l'État. Et au premier chef, la confiance du public envers les plus hauts dirigeants du gouvernement, que sont les ministres et le premier ministre. Et qu'est-ce que l'on a vu depuis une semaine? On a vu un ministre tenter de se dépêtrer d'une déclaration aussi contradictoire les unes que les autres. Madame la Présidente, lorsque je suis intervenu la semaine dernière, on était rendu à 4 versions différentes qui sont allées d'un extrême à l'autre. C'est moi qui ai fait ça, c'est mon sous-ministre qui a fait ça. Et aujourd'hui, on a vu le premier ministre entrer dans la danse, mal dansé, c'était pas très élégant, et il a fait référence, évidemment, au sous-ministre qui avait été engagé par notre parti. Je pense, Madame la Présidente, qu'on doit rappeler à la population que le sous-ministre actuellement en poste a été reconduit dans ses fonctions par le Conseil des ministres de ce gouvernement et que s'il était bon sous nous, il est bon là. Et manifestement, ça serait vraiment une erreur de continuer à essayer de se cacher derrière un sous-ministre qui est compétent, qui a fait son travail, mais le travail qu'il a fait est-il ce que le ministre de l'Agriculture actuel prétend qu'il a fait? C'est ça qui est la question aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a quoi? La semaine dernière, on avait 4 versions contradictoires du ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, on est rendu à 7. Demain, je me demande si on ne sera pas rendu à 8. Avec l'intervention du premier ministre, on peut même dire qu'on est rendu à 8. Alors, Madame la Présidente, aujourd'hui, c'est une situation de bris de confiance. On ne croit pas le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, nous avons été plusieurs à demander au ministre, moi le premier à la période de questions, de se lever et nous dire quelle est la vérité parmi les éléments qui ne sont pas vrais. On n'a toujours pas eu de réponse. Peut-être que dans les 5 prochaines minutes, on va l'avoir. D'ailleurs, de façon tout à fait humoristique, prenons une autre possibilité, Madame la Présidente. Est-ce qu'il va falloir faire une émission spéciale de détecteurs de mensonges et d'amener ici Patrice Lécuyer pour en faire une version d'aujourd'hui? La version parlementaire de détecteurs de mensonges avec, mettons, quelques parlementaires et le ministre lui-même? Manifestement, il a beaucoup d'expérience et à date, ça fonctionne bien. Alors, Madame la Présidente, c'est là où on en est aujourd'hui. On lui a donné l'occasion, puis il l'a encore aujourd'hui. Il a encore la possibilité de se lever et de nous dire « Voici ce qui s'est passé ». Moi, je pense que je sais ce qui s'est passé. La première déclaration qu'il a faite a été une déclaration caquiste à l'image de son chef. Je suis un deal maker. Je suis, moi, un homme d'affaires. Et j'ai pris sur moi de le congédier. Et il essaie de nous faire croire qu'en faisant ça, il avait protégé ses fonctionnaires. Ben voyons donc. Voyons donc, il n'y a pas un fonctionnaire qui était stressé là-dedans, là. Pas un, là. On a un ministre qui s'est bombé le torse, est allé devant à la caméra avec l'attitude caquiste d'aujourd'hui de son chef. Je suis le chef, j'agis, je mets du monde dehors. Sur quelle base? Alors aujourd'hui, Madame la Présidente, le pire, c'est qu'aujourd'hui, on se cache derrière la protectrice du citoyen.
Lorsque je suis intervenu, j'ai dit la protectrice ou une autre instance. Pourquoi le ministre, Madame la Présidente, n'a pas choisi une instance qui, par définition, allait être transparente dans toutes ses démarches? Pourquoi? Pour se cacher. Non seulement la vérité ne le dit pas, mais en réalité, on fait une démarche qu'il en a pris Monsieur le ministre. Pour en arriver à se cacher derrière la protectrice. Monsieur le ministre, Oui, Monsieur le député, pardon, vous avez assez d'expérience, vous savez qu'ici, on ne doit pas intenter des intentions, alors je vous demanderai de faire attention. Je vous remercie, Mme la Présidente, et je pense que tous ceux qui ont suivi ce débat-là savent que je ne prête pas d'intention vraiment, mais on ne fait que le constat de l'attitude. Alors, notre collègue va-t-il se lever dans les 5 prochaines minutes et nous dire la vérité? Monsieur le ministre, je vous cède la parole et je vous rappelle que vous disposez d'un temps de 5 minutes. Madame la Présidente, j'entends mon collègue et le besoin qu'il a d'avoir des réponses à ces questions. Puis ce que j'ai entendu aussi, c'est que les Québécois et les Québécoises ont des questions. Il est primordial que les Québécoises et les Québécois aient des réponses à leurs questions. C'est pour ça, Madame la Présidente, qu'hier, j'ai demandé à la protectrice du citoyen de faire enquête afin de faire la lumière dans tout ce dossier pour faire en sorte que le député de Lapinière, les Québécois, les Québécoises aient réponse à toutes leurs questions. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Madame la Présidente, lorsqu'on a une opportunité de 5 minutes de prendre quelques secondes, c'est parce qu'on ne veut pas être confronté au fait qu'on ne dira pas la réalité. Il avait une occasion extraordinaire de prendre la parole et de s'expliquer. Qui est, dans toute cette histoire-là, la personne qui est censée avoir la connaissance la plus fine du dossier? Qui? C'est le ministre de l'Agriculture. La personne qui a vu tout ça, et s'il ne l'a pas vu, on lui a expliqué. La personne qui a la connaissance la plus fine aujourd'hui, elle est assise dans cette chambre, au Salon Bleu, a le potentiel d'arriver aujourd'hui et de dire « Voici, c'est ça qui s'est passé ». Et en lieu et place, le ministre choisit de ne rien dire. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui comprennent. Ils comprennent qu'ils demandent à la protectrice de venir nous dire ce qu'il devrait nous dire parce qu'il le sait et il espère que la protectrice ne rendra pas public les données, tout comme le premier ministre, par exemple. Hein, j'ai demandé aujourd'hui si on allait divulguer le résultat de toute cette enquête. J'en ai pas eu de réponse. Et non seulement j'ai pas eu de réponse, le silence de la réponse suggère qu'on va, là aussi, potentiellement, cacher les choses. Et je retire tout de suite mon mot, Madame la Présidente. Alors, c'est ça la réalité. L'individu, dans cette histoire, qui a la connaissance la plus fine, la plus détaillée de tout ce qui s'est passé, soit parce qu'il l'a vécu, soit parce qu'il a pris des décisions, soit parce qu'il les a acquiescées, et soit parce qu'on les lui a expliquées, il est devant nous et aujourd'hui, il refuse de nous répondre. Bien, c'est comme ça, Madame la Présidente, que la population perd confiance dans ses dirigeants. C'est comme ça que la CAQ veut diriger le Québec. Bien, aujourd'hui, Madame la Présidente, les gens vont juger, et comme je l'ai dit aujourd'hui, il y a un vent dans la société québécoise. Merci, Monsieur le député de Lapinière. Merci. Nous allons maintenant procéder au second débat entre la députée de Saint-Laurent et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur concernant le manque d'espace pour remplir la promesse d'implanter la maternelle 4 ans pour tous. Madame la députée, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de commencer en précisant que nous partageons la même préoccupation avec le ministre de l'Éducation, à savoir que nous voulons dépister le plus rapidement possible des troubles d'apprentissage ou de comportement chez nos jeunes. Et là-dessus, cet objectif est très louable et c'est sur le comment que nous soulevons des préoccupations. Car la maternelle 4 ans ne répond pas vraiment à cet objectif. Les experts nous disent que pour bien dépister, c'est à partir de 18 mois jusqu'à peu près 3 ans que c'est vraiment important de faire le travail en amont pour s'assurer qu'un enfant, entre 18 mois et 3 ans, n'a pas des troubles d'apprentissage ou de comportement et immédiatement d'offrir le service, que ce soit par exemple un orthopédagogue ou un orthophoniste. Malheureusement, maternelle 4 ans,
C'est comme si le gouvernement de la CAQ disait « Bien, attendez un peu, dans 4 ans, on va régler votre problème. C'est un petit peu trop tard. » Ça, c'est juste une affaire. Mais l'autre problème que nous faisons face, c'est que j'ai un ministre qui ne refuse d'écouter. Je m'adresse à lui et je vois qu'il, évidemment, ne veut pas nous écouter, ni moi, ni le réseau de l'éducation. Le réseau de l'éducation vous dit la chose suivante. Présentement, maternelle 4 ans, mur à mur, ça ne fonctionne pas. Je me permets de reculer un peu en arrière. Lorsque les pré-maternelles 4 ans ont vu le jour, pourquoi? C'était pour aider ceux qui, entre 0 à 3 ans, n'ont pas eu l'occasion d'aller dans une CPE ou une garderie de qualité. Moi-même, j'en ai bénéficié étant dans un milieu défavorisé. Ça m'a permis de pouvoir pallier peut-être à d'autres manques à gagner parce que je n'ai pas pu aller dans une CPE. Maintenant, maternelle 4 ans, l'objectif est encore la même chose. C'est de s'assurer que les jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, on puisse les amener à niveau par rapport à ceux qui sont allés en garderie ou en CPE de qualité. C'est pas tout. Le test de la réalité, moi, je suis contente d'avoir, très sincèrement, un enseignant qui est maintenant le ministre de l'Éducation, qui est aussi idéaliste. Mais j'aimerais ça aussi qu'il soit réaliste et collaboratif, surtout. Car on apprend qu'une lettre a été envoyée dans le réseau pour savoir que vous ayez de la place ou pas, là, maintenant, dans votre plan actuel d'agrandissement, on veut que vous ajoutez les maternelles 4 ans. On ne leur demande pas si c'est un besoin. On ne leur demande pas non plus il y a combien d'élèves qui vont être dans ces nouvelles classes. On ne leur demande pas non plus il y a combien de classes d'informatique qui risquent d'être peut-être abrogées. On ne leur demande pas non plus combien de salles de musique vont peut-être être abrogées. On ne leur demande pas non plus si c'est un réel besoin. Moi, je me pose la question suivante. Est-ce qu'on est capable de nous dire concrètement, au niveau là, de l'espace, on va le chercher où cet espace-là? Vous savez, je sais que pour vous, Montréal, c'est un peu loin et probablement même pas un souci pour au niveau du gouvernement de la CAQ, mais Montréal existe. Puis Montréal a des besoins. Et les enfants, il faut les traiter de façon égale, et ce, peu importe leur code postal. Et j'ajouterais la chose suivante. Si les commissions scolaires de Montréal vous disent qu'elles n'ont pas d'espace, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, être plus en mode collaboration, surtout lorsqu'on apprend que la présidente de la commission scolaire de Montréal dit, eux, là, c'est pas maternelle 4 ans nécessairement qu'ils ont besoin, mais c'est des classes adaptées pour ceux qui ont des troubles de comportement. Parce qu'on sait, puis même vous l'avez dit, monsieur le ministre de l'Éducation, que présentement, nos classes régulières ne sont plus vraiment régulières parce qu'il y a peut-être trop d'enfants avec des troubles d'apprentissage ou de comportement. Bien, ça tombe bien, la présidente de la commission scolaire de Montréal vous dit, oui, vous avez peut-être raison, moi, j'ai besoin d'espace pour eux. C'est ça, nos besoins à la CSDM. Est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'on peut collaborer? Je sais que vous avez déjà dit dans le passé que les commissions scolaires sont un caillou dans votre soulier. Mais aujourd'hui, elles existent. Puis, elles ont besoin d'avoir un ministre qui veut travailler avec elles. La chose suivante, non seulement il y a les espaces, mais il y a un autre problème qu'on fait face. Les 3 principaux projets de loi de la CAQ n'ajoutent aucun dollar additionnel dans le réseau d'éducation. Au contraire, il en manque. Le projet de loi numéro 3 que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui en Commission des finances publiques, dont vous brillez par votre absence, Monsieur le ministre de l'Éducation, il va manquer environ 900 millions de dollars. Donc, il y a un manque à gagner. Par la suite, pénurie de la main-d'œuvre. Savez-vous quoi? Ce n'est pas un concept qui est étranger aussi dans le réseau d'éducation. Une fois qu'on a identifié des troubles de comportement ou des troubles d'apprentissage, allons-nous avoir toutes les ressources nécessaires? Comment que le gouvernement de la CAQ va être capable, tout en réduisant de façon importante le seuil de l'immigration, aller chercher des nouveaux talents et les amener, les garder, tout en valorisant l'enseignement et en travaillant avec tout le réseau, même si on veut en embolir certains? Merci, Mme la députée. Et je vous rappelle qu'on doit s'adresser à la présidence et non pas aux députés. Monsieur le ministre, je vous cède la parole et je vous rappelle que vous avez un temps de 5 minutes. Merci bien, Madame la Présidente. Plusieurs éléments dans le discours de ma collègue. Je vais répondre à quelques-unes de ces questions, de ces interrogations. D'abord, elle s'intéresse beaucoup à la lettre que j'ai envoyée concernant le déploiement de la prématernelle 4 ans. Alors, je pense qu'elle a déposé ma lettre aujourd'hui. Je lui offre de lui rendre l'appareil. Moi, je pourrais déposer sa lettre où elle demandait des excuses à son parti. Puis comme ça, bien, c'est un échange de bons procédés. Vous déposez ma lettre, je dépose votre lettre. Si vous voulez me la faire transférer, ça me fera plaisir de rendre public comme ça. Je pense que c'est juste un retour des choses, Madame la Présidente. Mais la lettre que j'ai envoyée, c'est pour combler un problème. C'est qu'évidemment, dans les dernières années, le précédent gouvernement a ouvert quelques classes de prématernelle 4 ans. Là, ils nous dénoncent parce qu'on le fait, là, mais dans les dernières années, ils en ont déployé
pas assez rapidement, mais quand même. Mais malgré tout, il ne demandait pas que dans les nouvelles constructions d'écoles primaires, on prévoit des locaux pour les prématernelles 4 ans. Il ne demandait pas que dans les ajouts, dans les projets d'agrandissement d'écoles primaires, bien, on ajoute aussi des locaux pour les prématernelles 4 ans. Donc, il y a des projets qui ont été autorisés il y a 1 an, il y a 2 ans, qui ne sont pas construits encore. Là. Le béton n'est pas coulé. On est encore au plan et devis. Des fois, ça a été autorisé. La commission scolaire n'a même pas le terrain encore. Donc, il y a de la marge de manœuvre pour agir. Alors, ce que je leur ai dit dans cette lettre aux dirigeants de commission scolaire, c'est que ces projets-là, qui sont amorcés, mais qui ne sont pas terminés, on n'est pas en train de tirer les joints, là. Eh bien, modifiez-les tout de suite, de façon à agrandir les plans et devis et à ne pas construire des écoles qui, au moment où on coupe le ruban, sont déjà trop petites. De ne pas construire des écoles qui, au moment où on coupe les rubans, ne prévoient pas des places pour les enfants de 4 ans. Ce serait une erreur. Alors, il ne s'agit absolument pas de dire, bien là, dans vos projets de construction, sacrifier l'informatique, sacrifier la bibliothèque, sacrifier le local de musique. Ça n'a rien à voir. Au contraire, en prévoyant déjà des écoles qui seront plus grandes, bien justement, on n'aura pas à sacrifier le local informatique, de musique, d'orthopédagogie, etc., parce qu'elles auront été conçues en fonction des besoins des élèves. C'est ce que demande ma lettre, parce qu'évidemment, dans les écoles que j'autoriserai, dans les agrandissements que j'autoriserai, ce sera prévu, les prématernelles 4 ans, mais dans la mesure où on peut reculer un peu dans les écoles qui ne sont pas encore complètement bâties, bien, faisons-le. Parce qu'on est obligé de réparer les pots cassés. C'est vrai que ma collègue dit, écoutez, en ce moment, c'est pas possible là, d'ouvrir des prématernelles 4 ans à grandeur à Montréal. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup de locaux qui sont disponibles à Montréal. J'ai été obligé de prendre une décision difficile il y a maintenant une semaine, de dire qu'on va être obligé d'invoquer l'article 477.1.1. C'est pas de gaieté de cœur pour transférer une école d'un réseau à l'autre, parce qu'une école était à moitié vide, et puis il y a une pénurie de locaux. Écoutez, pénurie de locaux n'est pas arrivée depuis le 1er octobre, là, Mme la Présidente. C'est parce que la Commission scolaire Marguerite-Bourgeois, la Commission scolaire de Montréal, la Commission scolaire de Pointe-de-L'Île, la Commission scolaire de Laval, depuis des années, voient arriver l'accroissement de clientèle, demandent des écoles. Construisez. Est-ce qu'on peut construire une école de 200 places? Est-ce qu'on peut construire une école de 1000 places? Est-ce qu'on peut agrandir? Ils se sont fait dire non. On n'a pas assez d'argent. On n'a pas assez d'ambition. On n'est pas capable. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Bien, en 2018, en 2019, bien, comme de fait, les écoles qu'on n'a pas agrandies, les écoles qu'on n'a pas construites, bien, ça occasionne des manques de place, ça occasionne que ça déborde dans certaines commissions scolaires. Puis ça complique le déploiement de la prématernelle 4 ans, bien sûr, pas à la grandeur du Québec. Il y en a des classes de libre. Il y a des commissions scolaires où on pourrait pratiquement offrir la prématernelle 4 ans à tous dès septembre prochain. Puis il y en a d'autres, aucune place n'est disponible en septembre prochain. C'est pas la fin du monde, parce qu'on change de régime, on change de façon de faire, on se redonne les moyens de nos ambitions, et là où c'est possible, on va déployer rapidement, et là où il manque des locaux, bien on va en transférer, en construire, on va construire des écoles, on va agrandir des écoles. Ça va peut-être prendre 3 ans, 4 ans. On a dit qu'on le ferait sur 5 ans, ce déploiement. Il n'y a rien qui se fait en bousculant et sans écouter les gens du réseau. Je leur parle aux gens du réseau, à la Fédération des commissions scolaires, anglophones, l'Association des cadres scolaires, l'Association des directions générales, qui nous disent d'ailleurs qu'ils attendent ça, le déploiement de la prématernelle 4 ans. Ça pose des défis. C'est correct, chaque fois qu'on change quelque chose, ça pose des défis. Moi, ce que je dis, c'est relevons-les ensemble, ces défis-là, parce qu'on veut prendre soin des jeunes. Quand un jeune sur 4 dans le réseau a des vulnérabilités à l'âge de 5 ans, et défendre le statu quo. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, je vous cède la parole pour une réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Le ministre de l'Éducation offre de déposer ma lettre d'excuse comme une promesse, une autre promesse que la CAQ ne pourra pas tenir dans sa longue liste parce que la lettre n'existe pas. Mais contrairement à d'autres, nous, au Parti libéral, nous sommes capables de discuter, de débattre. Et moi, je suis aussi capable d'assumer mes propos. Alors,
Quand le ministre dit qu'il veut déposer une lettre, à place qu'il nous dépose les résultats du sondage portant sur les maternelles 4 ans, ou est-ce que les commissions scolaires leur disent clairement qu'ils n'en ont pas de place, qu'ils fassent preuve de courage et qu'ils fassent face aussi à la réalité et qu'ils nous déposent les résultats de ce sondage. Quand il parle d'écouter le réseau, il mentionne aussi l'école Riverdale qui a été transférée du réseau anglophone vers le réseau francophone. C'est drôle, hein? Je n'ai pas entendu aucun parent qui a été consulté. Aucun des 400 élèves, parce qu'il y a quand même 400 élèves anglophones dans cette école, n'a été consulté. Quand on dit qu'on veut se rapprocher des gens, c'est quoi? C'est qu'on passe, outre la loi sur l'instruction publique qui dit qu'on doit consulter pour au moins 18 mois le réseau avant de fermer une école, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est question aussi, c'est qu'on ferme des écoles. Même si nous prenons toutes les écoles anglophones, comme le fait de façon très cavalière le ministre de l'Éducation, pour les transférer dans le réseau de l'éducation francophone, ils vont quand même manquer des places. À la commission scolaire Marguerite Bourgeois, c'est environ une 50aine de nouvelles inscriptions. Puis devinez quoi, Madame la Présidente? C'est pas pour les maternelles 4 ans, c'est des cours de francisation. Les besoins sont différents. Donc, il faut avoir des réponses différentes. Il faut aussi écouter et être branché avec son milieu. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on ne collabore pas avec son milieu, ça nous fait qu'on n'a pas les données probantes pour répondre aux besoins actuels de notre réseau. Ce n'est pas uniquement des maternelles 4 ans. Et je terminerai. Est-ce que le ministre de l'Éducation a consulté les CPE? Parce que la fois j'ai regardé, les CPE donnent un service de qualité, et c'est pas juste moi qui le dis. Il y a différentes études qui le disent, que les CPE du Québec offrent un milieu de qualité. Et je sais que la CAQ adore les sondages. Il y a un sondage qui dit « On n'en veut pas des maternelles 4 ans ». Merci. Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au troisième débat entre la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et le ministre de l'Économie et de l'Innovation concernant le recul du gouvernement sur l'accès à Internet haute vitesse en région. Madame la députée, je vous cède la parole. Je vous remercie infiniment, Madame la Présidente. Alors, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation sur un sujet qui est fondamental, qui est celui de Internet haute vitesse. Je pense qu'en période de questions, le ministre a été piqué au vif quand on a parlé de deal maker et de dire que, dans le fond, on s'autoproclame deal maker. Encore faut-il avoir des deals pour s'autoproclamer deal maker. Il ne s'agit pas juste de le dire, il faut avoir des résultats concrets. Et il a fait une longue tirade sur Davos et nous expliquer comment ça marchait, Davos. Alors, j'ai bien vu qu'il avait senti un peu de chaleur par rapport à ça, puis il sait très bien qu'à un moment donné, il faut livrer la marchandise. Lorsque l'on parle, vous savez, d'Internet haute vitesse et des régions du Québec, c'est tout le développement, tout le tissu économique du Québec. On n'a qu'à aller à Gaspé, on n'a qu'à aller à Saguenay, on n'a qu'à aller à Shawinigan pour constater à quel point nos entrepreneurs ont besoin d'avoir Internet haute vitesse qui fonctionne, qui fait en sorte que les entrepreneurs peuvent mettre à profit toute leur créativité, créer des entreprises, les faire croître, attirer des familles, parce que Internet haute vitesse, ce n'est pas seulement l'aspect économique, mais c'est également dans nos écoles, c'est également dans le soutien dans nos hôpitaux, c'est partout dans la région. Et c'est tellement essentiel qu'on doit en faire une absolue priorité. Il y a eu plusieurs projets qui ont été faits dans les dernières années, et je crois que ce qu'on a besoin de voir aujourd'hui, c'est une volonté claire et affirmée du gouvernement de la CAQ de dire que Internet haute vitesse sera déployé partout dans les régions du Québec. Alors, vous allez comprendre mon étonnement lorsque on regarde les différents projets de Québec branché, 82 projets qui ont été acceptés, et de voir qu'il y a du financement qui manque présentement et que les projets ne peuvent pas aboutir. Et qu'on me dit, nous sommes en discussion avec le fédéral, nous allons voir ce qui va se passer pour avoir des résultats concrets, puis savoir quand est-ce qu'on va finalement voir ces projets aboutir. 340 000 foyers qui ne sont pas branchés, avec la première portion de Québec branché, c'est 100 000 foyers additionnels. La question était très claire plus tôt ce matin. Quand est-ce qu'on va avoir un échéancier clair par rapport à ces 82 projets? Et ça, c'est normal de s'attendre à cette réponse-là de la part du ministre de l'Économie, parce qu'encore une fois, il en va du développement économique de l'ensemble des régions lorsque l'on parle d'Internet haute vitesse. Mais aujourd'hui, lorsqu'on lisait l'article, je vais vous citer l'adjoint parlementaire
qui a été, je présume, choisi par le ministre de l'Économie, l'adjoint parlementaire responsable du dossier qui parle avec tout le monde sur le terrain pour savoir ce qui se passe, apparemment, qui dit, le député d'Offord, « C'est utopique de penser que Québec va être 100% couvert d'ici 2022. » Pas « c'est peut-être possible, c'est utopique que de penser ça. » Je poursuis. Il va rester certaines régions où ça va prendre 6 ans. 6 ans, Madame la Présidente. 6 ans. On est en 2019, on parle de 2025. Ça, c'est le parti qui, en élection, disait que tout allait être réglé en 2022. À l'intérieur de 24 heures, le ministre de l'Économie, en Chambre, a dit « Non, 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 vous allez voir, d'ici un mois, on va régler ça, puis tout, on va rencontrer les objectifs. » Alors, la question pour moi est simple. Est-ce qu'il soutient les propos du député de Oxford? Et si oui, comment est-ce que ça peut être associé à un deal-making que vous faites présentement avec Ottawa? Ensuite, dans la suite des choses, vous avez dit « Nous allons faire de nouveaux projets. » Très bien. Quels sont-ils, ces nouveaux projets? Quels sont les échéanciers par rapport aux nouveaux projets? Quelles sont les réponses que vous avez obtenues d'Ottawa? Tout ça, ce sont des questions qui sont fort pertinentes, parce que si c'est une priorité pour le gouvernement, elle n'a pas été très clairement exprimée par le député de Oxford et par les gestes qui ont été posés jusqu'à présent. Alors, j'attends la réponse de la part du ministre de l'Économie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, je vous cède la parole en vous rappelant que vous disposez d'un temps de parole de 5 minutes. Merci. Alors, je trouve très, très paradoxal l'inquiétude de la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne sur cet enjeu important pour le Québec. Puis je retiens un mot. Parlons de livrer la marchandise. On va retourner 15 ans en arrière. Pour mettre le monde qui nous écoute, là, je ne sais pas qu'il y en a combien, en contexte, on va retourner en 2003. 2003, le premier ministre de l'époque, M. Jean Charest, dans son discours d'ouverture, mentionnait « Nous allons aussi brancher les régions. Avant la fin de ce mandat, des connexions Internet à haute vitesse seront disponibles dans toutes les régions du Québec. » 2003. L'économie du savoir n'est pas incompatible avec l'économie du terroir. Il faut-il rappeler aussi que cette question d'être connecté, d'avoir accès à l'Internet haute vitesse, c'est aussi important aujourd'hui, en 2003, que jadis l'accès à l'hydroélectricité l'a été ou l'accès au téléphone. Si c'était vrai en 2003, l'Internet haute vitesse est encore plus essentiel aujourd'hui en 2019. Vous savez, je suis très surpris, Monsieur le Président, en 2019, de devoir parler encore de branchement Internet. Aujourd'hui, et c'était vrai hier, c'est vrai à l'époque, vous étiez du côté de la Chambre, dans notre économie, Internet est non seulement un outil de travail essentiel, mais aujourd'hui, aucune entreprise ne peut penser de faire des affaires sans l'outil qui est devenu dans nos habitudes. Si nous sommes ici aujourd'hui à parler de branchement Internet en région, c'est parce que le précédent gouvernement n'a pas fait sa job. Vous aviez la chance de brancher les régions. Et aujourd'hui, la députée nous reproche des choses qu'elle n'a pas été capable de faire du temps où elle avait le contrôle du ministère. C'est vrai, Monsieur le Président, que les libéraux sont bons pour annoncer, mais pas bons pour brancher et réaliser. Nous allons le faire. Nous allons les brancher, les régions, Monsieur le Président, mais aussi avoir une couverture de qualité en cellulaire. Nous comptons être un gouvernement différent, car nous reconnaissons la valeur des régions et savons que l'accès Internet haut débit à une couverture cellulaire de qualité apporte des avantages importants sur le plan économique, culturel et social. Alors que les libéraux ont négligé les régions, nous savons qu'elles sont essentielles à la prospérité du Québec, mais que pour déployer leur plein potentiel de développement économique, elles ont besoin des outils essentiels que sont un accès à une connexion Internet haut débit et à une couverture de cellulaire de qualité. Les Québécois doivent par contre reconnaître, Monsieur le Président, que le défi laissé par le précédent gouvernement est immense et la confiance est minée. Nous travaillons tout d'abord afin de rétablir la confiance des Québécois, à commencer par ceux qui vivent en région. Enfin, le défi laissé par est immense en termes de coût. On estime aujourd'hui que le coût sera de 1,1 milliard en addition du 300 millions de Québec branché 1 pour l'ensemble du territoire.
Nous ferons mieux en commençant par un nouveau programme que nous lancerons bientôt pour planifier le déploiement de toutes les infrastructures requises pour couvrir toutes les régions du Québec. Ce programme favorisera un accès à Internet haut débit et aux services mobiles sans fil dans l'ensemble des régions du Québec. Mais nous offrirons aussi une meilleure qualité de service aux Québécois vivant en région, qualité qu'ils méritent pleinement après une longue attente. Pour ce faire, notre gouvernement se donnera les moyens de ses ambitions. Comme promis durant la campagne électorale, nous allons allouer 400 millions de crédits au cours des prochaines années dans ce programme. Ceci permettra, avec la contribution des partenaires, le gouvernement fédéral et le privé, de remplir notre engagement envers les Québécois qui vivent en région. Pour répondre aux questions spécifiques, les 89 projets qui ont été approuvés par Québec branché 1 vont être complétés d'ici 18 mois. Ce n'est pas un enjeu de financement. Les crédits ont été alloués, l'argent est disponible. On est tributaire de ce que les compagnies de téléphone vont faire. Donc, le programme va se livrer 100 000 connexions. Il y a 240, 1,1 million. Nous faisons présentement tout le mapping avec les MRC et les municipalités pour comprendre la couverture et on va négocier avec le fédéral, dans leur budget présent, d'un matching de notre 400 millions qui va faire qu'on va devoir avoir du privé un montant de 200-250 millions qui est raisonnable. Seulement, quand on aura fini de faire ce processus-là, qu'on va lancer les appels d'offres qui vont se faire dans les années qui vont suivre. Alors, c'est clair que nous voulons couvrir toutes les régions du Québec avec les programmes d'appels d'offres qui vont être mis en place, qui vont être lancés à quelque part en 2019. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, je vous cède la parole pour votre droit de réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que je peux vous avouer un peu ma déception? Parce que nous avons un ministre de l'Économie, un nouveau député que je respecte par ailleurs, mais là, il est retourné en 2003, à l'époque où la haute vitesse, ça signifiait 5 mégabits par seconde. On est loin du 5 mégabits par seconde. La haute vitesse, aujourd'hui, c'est 100 mégabits par seconde. Et lorsque l'on parle de questions précises qui ont été énoncées, il n'a toujours pas dit s'il endossait, oui ou non, ce que le député de Offord disait. Est-ce que oui ou non, les projets vont être complétés en 2022? Là est la question. Et à cette question-là, nous n'avons pas eu de réponse. Il y a donc les 82 projets. J'ai bien entendu qu'il y avait un échéancier de 18 mois pour les 82 projets. Mais quand on dit qu'il n'y avait pas eu de satisfaction de la part des différentes MRC, c'est parce que je ne pense pas que le ministre ait parlé à la MRC de Masquinongé, ni même à la MRC d'Antoine Labelle. Je ne pense pas qu'il a passé de téléphone pour savoir le niveau de satisfaction. Je pense qu'il prend probablement ce que lui dit la personne, l'adjoint parlementaire qu'il a nommé pour ce dossier-là. Mais dans les faits, est-ce qu'il connaît vraiment ce que les gens pensent sur le terrain? Ça reste encore une question qui est en suspens. Ce que je crois qui est essentiel aujourd'hui, plutôt que d'essayer de blâmer le précédent gouvernement, ce qui est essentiel et ce à quoi on s'attend, c'est à avoir des réponses claires. Alors, l'échéancier, vous nous dites, va arriver dans les prochains mois, on l'attend. On n'a toujours pas de confirmation de la part du fédéral dans les négociations et on doit dire que jusqu'à présent, les résultats des négociations avec le fédéral sont loin d'être probants. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun résultat positif. Alors, nous allons continuer à talonner le gouvernement sur cet enjeu qu'est Internet haute vitesse par toutes les régions du Québec parce qu'il en va du développement économique du Québec de manière générale. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le leader. Présidente, il y a pour ajourner nos travaux à demain, mercredi, 9h40. Alors, le débat est ajourné. La motion est adoptée. Parfait. Alors, c'est ajourné. Merci.